Bonjour, on est très heureux de vous accueillir à l'Alcazar, merci d'être venus. On reçoit comme régulièrement, assez régulièrement, Marie des éditions Hors d'Atteinte, qui tout au long de l'année nous présente les ouvrages qui arrivent peu à peu à son catalogue. Nous, on a la chance de les voir arriver, peut-être pas en premier, mais un peu quand même. Presque. C'est gentil. Donc on est toujours très heureux. Et puis je vais vous laisser avec Erika qui va présenter son livre et Marie qui va présenter la maison d'édition. Comme ça on met les choses un peu en place. Et je m'éclipse. Merci beaucoup. Tu peux le garder pour les questions après. Merci beaucoup Hugo et merci à l'Alcazar de nous accueillir si régulièrement. Effectivement, c'est toujours trop chouette. Et merci à vous d'avoir bravé la pluie pour être avec nous cet après-midi. Et merci à Erika Nomeni d'être avec nous. Merci à toi, Marie et Hugo. Je vais commencer par te présenter rapidement et puis je vais présenter ton livre pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, pour qu'on sache à peu près de quoi on parle. Et puis après, je vais te poser des questions. Et puis on va lire des extraits de ton livre et puis ensuite vous pourrez poser vos questions, évidemment. Donc, tu es plein de choses. Tu es autrice, compositrice, rappeuse, beatmaker, DJ, productrice, organisatrice de soirées et de festivals qui mettent en avant les cultures queer, afro, hip-hop et minorisées, notamment le festival Umoja. Et c'est ton premier roman. Donc tu as déjà beaucoup de cordes à ton arc, comme disent les présentateurs de la télévision. Et tu en ajoutes une. Ce livre, il est sorti le 3 février 2023. Donc il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui est constitué de 10 lettres écrites par Aloé, un personnage donc, qui est une femme noire en surpoids, queer et pauvre. Et ces lettres, elle les adresse à une mystérieuse Souja, dont on découvre l'identité qu'à la toute dernière lettre. Et évidemment, on ne vous en dira rien puisqu'on veut que vous lisiez le livre à la fin. Et en fait, donc c'est Souja qui écrit cette toute dernière lettre, donc c'est là-dedans qu'elle dit qui elle est. Et Aloé, elle raconte son enfance au Cameroun, son arrivée en France, la précarité et la misère auxquelles elle fait face. Elle raconte la difficulté qu'elle voit chez les autres. Elle se rend compte que les autres ont du mal à la regarder telle qu'elle est, à la regarder entièrement. Et ça raconte aussi son choix, qui est de s'éloigner de la violence pour aller vers l'amour, pour le dire très vite. Ce projet, il est né en automne 2020. Là, je vais raconter un peu l'envers du décor. Oui, vas-y. Parce que du coup, je suis tombée sur un texte que tu avais écrit sur une liste d'entraide féministes marseillaises, que vous connaissez peut-être ici, qui s'appelle 13 en colère. Tu avais publié un texte sur la négrophilie et la négrophobie dans les milieux militants. Et je t'ai contactée juste après que tu as mis ce texte sur cette liste. Je savais pas trop pourquoi, j'avais pas grand-chose de précis en tête. Je trouvais que ton texte était... je voyais beaucoup de lucidité, beaucoup de colère. Je voyais que les mots étaient choisis très précautionneusement. Je voyais qu'il y avait... j'étais complètement happée, quoi. Et je t'ai écrit par réflexe, sans trop réfléchir. On s'est rencontrés. On s'est vus pas mal de fois pour savoir qui on était. Exactement. On s'est un peu apprivoisé, on s'est posé beaucoup de questions. Et puis, à un moment, je t'ai demandé si un jour t'écrirais sur quoi ? Et tu m'as dit, je sais pas trop si j'ai envie de te le dire, mais bon, d'accord, l'amour. En fait, j'avais un peu peur parce que de te le dire, parce que l'amour, c'est pas très pris au sérieux dans la société, parce que souvent, quand on regarde des comédies romantiques... c'est souvent les personnages principaux, ce sont souvent des femmes et du coup c'est pas un sujet qui est très sérieux entre parenthèses. Et du coup le dire comme ça, j'avais l'impression que c'était pas sérieux et au final en fait je me suis rendu compte à quel point c'était central en écrivant aussi ce livre. Mais ça me semblait tellement naturel parce que j'adore les comédies romantiques. Donc ça me semblait naturel d'écrire un roman sur l'amour. Donc on a commencé à parler de ce texte, on a commencé à se demander à quoi il pourrait ressembler, qu'est-ce que tu pourrais dire dedans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Mehdi Charef, qui est un autre auteur
qui est publié chez Heures d'Atteinte, que d'ailleurs j'ai complètement oublié de présenter du coup, mais je vais en dire 3 mots à un moment. Donc Mehdi Charef, qui a notamment écrit le Théorème d'Archiamède en 1983, donc qui était le premier auteur d'origine algérienne à écrire sur sa condition et sa vie et son histoire d'immigration en France, qui a publié maintenant 4 livres avec nous. Qui raconte notamment son arrivée en France en 62. Donc Mehdi était à Marseille à ce moment-là, moi j'y étais pas. Et je vous ai dit, vous serez à la Friche en même temps, à la même heure, rencontrez-vous. Et donc je saurais jamais exactement ce que je vous ai dit. En tout cas, je sais que Mehdi après m'a appelé en me disant « Oui, je lui ai dit qu'elle pouvait t'envoyer des petits bouts de texte par-ci par-là, que ça te dérangeait pas. » Donc j'ai dit « Ah !» En fait, vu que je suis une rappeuse, j'avais pas l'habitude d'écrire. C'est la première fois que j'écris un roman. Du coup, c'était très intimidant. Et du coup, quand Marie m'a proposé de rencontrer Mehdi, ah, tu n'entends pas? Ah, mince. Bah ouais, je crois. Oui. Ah, ouais. Je parle plus. Il faut que je parle plus fort. Ah, d'accord, ok. Et du coup, j'ai rencontré Mehdi Charef et il m'a juste dit écris avec tes émotions et juste écris quoi. Et il m'a rassuré sur plein de doutes et j'ai demandé comment il avait fait, il m'a expliqué et c'est comme ça que j'ai eu un peu pris confiance en moi et j'ai commencé à envoyer des choses à Marie, des bouts de texte. Voilà. Et donc tu as parlé d'amour. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un thème qui n'est pas très pris au sérieux et pourtant qui est le thème universel par excellence. Ça traverse nos vies à tous et toutes. On en trouve plein la littérature, plein le cinéma, plein la musique. Tout le monde parle que de ça. Et en même temps, on sait que déjà, pour commencer, la façon dont on en parle en général, c'est sur un versant purement romantique. Alors que chez toi, il est aussi question d'amour amical, d'amour familial. Il est aussi question de ce que l'amour fait dans des aspects moins amusants, moins rigolos, de solitude, de détresse, de tristesse. Pourquoi ce choix ? Tu nous en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus, ce choix de l'amour ? Pourquoi c'était si important pour toi de parler de ça ? Parce que justement, dans les comédies romantiques que je voyais pas forcément des personnes qui étaient comme moi, qui étaient représentées comme moi dans les histoires, dans la littérature aussi. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, Désolée. C'est très impressionnant pour moi d'être là aujourd'hui. Parce que j'ai souvent été... les bibliothèques étaient souvent mes refuges quand j'étais plus jeune. Les bibliothèques, la FNAC, j'ai lu plein de mangas, des romans. Et du coup, être là aujourd'hui et parler du livre que j'ai écrit, c'est impressionnant. Donc, pour revenir au sujet de l'amour, je n'étais pas représentée. Et j'avais besoin de dire qu'on existe, que j'existe et que nos histoires sont aussi belles que ceux des autres. Et qu'il y a, oui, de la violence, de la solitude, des fois de la négligence et de la maltraitance aussi. Mais que ce qui compte, c'est de s'aimer soi-même. C'est l'amour. C'est l'amour qu'on a pour les autres. Et c'est l'amour, au final, qu'on a pour soi-même. Alors justement, donc c'est une autre différence majeure, parce que je voulais d'abord parler d'autres formes d'amour que l'amour romantique, mais effectivement dans toutes ces productions qu'on évoque, dans tous ces livres, ces films et ces chansons, il est un peu toujours question des mêmes gens. Et toi, tu en parles depuis une place, depuis un corps minorisé, donc femme, noire, lesbienne, en surpoids. Et tu montres que justement ce discours qui consiste à dire tout le monde a le droit à l'amour, c'est génial, c'est universel, en fait c'est pas vrai quand on correspond pas aux normes sociales. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'écart que tu vois par rapport à ce mythe-là ? En tout cas, pour moi l'amour c'est un sentiment qui est trop beau, qui est naturel, qui à la base qui est gratuit. Évidemment comme ouais. Mais le fait est qu'on vit dans une société qui est capitaliste et que en fait
bah, il y a ce qu'on appelle le capital social. Et plus tu cumules en termes d'oppression, et, et en fait, moins tu es marchandisable sur ce marché. Et du coup, ta place sur l'étalage, bah, elle est à bas prix. Et puis tu cumules parce que tu es noire, parce que tu es grosse, parce que tu es précaire, bah, plus tu galères. Et, et du coup, j'avais envie de montrer ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est des choses dont on parle souvent, parce que c'est des choses dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. Je me disais, mais il m'arrive des choses, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Pourtant, les autres, mes potes blancs, ça les arrive pas, et il m'arrive toujours des trucs un peu chelous. Et du coup, bah, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis rendu compte que l'amour, c'était quelque chose de très social aussi, et que c'est pas juste un sentiment qui est comme ça, le coup de foudre, on s'aime. En fait, ce que tu aimes aussi peut être construit. Pourquoi, en fait, on va plus aimer les gens qui ont l'air bourgeois plutôt que les gens qui ont l'air pauvres, ou des blancs plutôt que des non-blancs, des minces, ou des gens qui se rapprochent de normes de beauté occidentales plutôt que les autres. Et c'était un peu une introspection, une enquête. Voilà. Alors on va t'écouter lire peut-être le premier passage qui parle justement donc de Black Love. Je sais pas si tu veux l'introduire. Le Black Love. Le Black Love, c'est un concept, comme il existe des concepts comme l'intersectionnalité, plein d'autres concepts. En fait, c'est de se dire que, vu qu'on vit, en tout cas pour moi, on vit dans une société occidentale blanche, et deux noirs ensemble font peur. Et dans la société française, souvent, en fait, on prône le métissage comme une sorte de goal, de but à atteindre. Et du coup, des personnes noires ont pensé au fait que si on était ensemble, si on formait des couples, ou on se mettait ensemble en tant que personnes noires, en fait, on arriverait aussi à lutter contre cette société qui nous fait, qui nous dit qu'en fait, quand deux noirs sont ensemble, en fait, c'est un danger, alors que pas du tout. Et c'est ça, en fait, pour moi, le Black Love. De ce que j'ai compris, de ce que c'était, mais je pense qu'on peut tous comprendre autre chose, et j'explique un peu aussi dans cet extrait. Voilà. Ouais. Je pense que mon envie de me sentir appartenir à un endroit, à une communauté, m'a souvent fait accepter trop de choses. Pour autant, plus j'avance dans la vie et plus les choses se répètent. J'ai du mal à croire au hasard, et encore moins à l'exception. D'autant qu'une exception est toujours là pour confirmer une règle. Aux soirées fréquentées par beaucoup de blanches et seulement quelques racisés, que par ailleurs tu connais presque tous, qui sont eux et elles-mêmes maqués avec des blanches, sachant que beaucoup d'autres ne viennent plus aux soirées parce que ils et elles ont fini par abandonner, tu te dis bah, je fais avec ce que j'ai. Et ce n'est pas que par dépit, c'est ma réalité. C'est ça être minoritaire dans la minorité. C'est en venant vivre à Marseille, après avoir quitté Paris, que j'ai compris ce privilège d'avoir une très grande communauté noire dans la capitale. J'ai pensé au moment au Black Love, au fait de le penser comme quelque chose que je voudrais avoir et que je n'aurais pas encore acquis. Pour moi, ça sous-entendait que je ne m'aimais pas assez, ou que je n'aimais pas assez les gens comme moi, ou même qu'on ne m'avait jamais aimé. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Pour moi, ce n'est pas seulement une question d'amour au sens amoureux, mais aussi d'estime, d'espace-temps. Plus particulièrement, c'est une question de kairos. Pas d'un temps chronologique, mais d'un temps propre, de l'opportunité qu'on se donne ou qui nous est donnée. On n'a pas grandi avec toutes et tous les mêmes opportunités. J'ai grandi avec des séries, des films afro-américains, où quand un homme noir était avec une femme, elle était souvent light skin. Chez nous, au Cameroun, on dit brune. Pour dire plus clair de peau. Les femmes noires dark skin étaient souvent moquées, considérées comme trop vulgaires, pas assez intelligentes ou encore trop grosses. Être une femme foncée de peau, c'est savoir que tu es le dernier choix du dernier choix. Je n'ai que peu d'emprise sur ce qui m'arrive. Je ne peux contrôler ni mon environnement, ni celui des autres. En plus, il m'arrive de voir les meufs noires d'abord comme des sœurs.
J'ai souvent peur d'envisager une relation intime avec elle parce que perdre une sœur est plus grave que perdre une pote. Je pense qu'adhérer à l'idée selon laquelle ce serait facile d'accéder au Black Love revient à s'ajouter une charge mentale supplémentaire. Ça met en jeu beaucoup d'éléments structurels dans lesquels on peut finir enfermé. Je me rends bien compte de la pression énorme que les structures exercent sur moi, sur la manière dont je me perçois ou dont les autres le font. Il suffit par exemple que j'ai des cheveux plus longs, des rajouts, pour que les gens dans la rue soient plus sympas avec moi. Je fais plus hétéra, donc moins peur. Et je me rends compte de l'attraction ultra forte qu'exerce la norme. L'idée du Black Love est belle, j'y adhère complètement. Mais le problème avec les concepts, c'est qu'ils se heurtent parfois à nos réalités. Je pense que je suis dans le Black Love quand je prends soin de moi, quand je fais attention à mes ressentis. Quand je ne suis pas dans la binarité, pas linéaire, et que je vois les contrastes entre le noir et le blanc. Je prends alors le temps d'approfondir les choses, de me questionner, de bousculer mes acquis. Je pense sincèrement que le Black Love, ce n'est pas seulement être en amour avec des personnes noires, mais aussi être en osmose avec soi-même. Tant mieux si on est en plus en relation amoureuse avec des personnes comme nous. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. La plus longue relation qu'on a, c'est avec soi-même. Tu veux commenter ce passage ? Non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais après, vous pourrez poser des questions si vous voulez. Donc on l'a dit, ce roman il est écrit sous forme de lettres, donc ce qu'on appelle pompeusement épistolaire, qui est un genre relativement rare, d'autant plus dans les productions récentes, qui permet de parler à la première personne et de se livrer. Est-ce que cette forme, et puis peut-être aussi que c'est une forme plus facile à lire, parce qu'on se dit que c'est des petits bouts justement, qu'on n'est pas obligé de s'attaquer à un énorme morceau d'un coup. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme-là ? À la base, je voulais faire un roman un peu classique, un roman afrofuturiste. Et je me suis rendu compte que ce que j'ai envie de dire dans ce roman, je voulais parler beaucoup d'intime. Et je ne pouvais pas le faire sous forme de roman classique. Et donc, la forme épistolaire me semblait plus adéquate. Et vu que je rappe aussi, j'écris aussi, ça me semblait être plus en adéquation avec moi-même. Et c'est des bouts, c'est des passages, c'est comme si chaque lettre, c'est un peu une histoire. En fait, le temps n'est pas chronologique. On retourne dans le passé, on va dans le futur. Bon, voilà, c'est des allers-retours. Et je trouvais que cette forme me donnait beaucoup de liberté. C'est pour ça que j'ai fini par faire en sorte que ce soit un roman épistolaire. J'aimerais qu'on lise un deuxième passage qui est justement comme une mise en abîme, une lettre dans la lettre. Parce que donc, le personnage d'Aloé cite, donc, dans sa lettre qui est adressée à Souja, cite une lettre écrite à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux nous parler de ce contexte-là, de cette lettre dans la lettre ? Pourquoi tu as fait ce choix-là ? En fait, j'ai fait ce choix-là pour plusieurs raisons. Mais je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est important parce que je rappe que ce livre soit authentique. Parce que pour moi, dans le rap, il y a beaucoup de codes. Et les codes, entre autres, que je connais, c'est l'authenticité. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de mettre la lettre dans la lettre. Et il y a aussi le fait que, finalement, Aloé, le personnage, écrit beaucoup. Elle envoie beaucoup de lettres. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'on a la réponse de la personne à qui elle envoie les lettres. En fait, c'est comme si Aloé parlait un peu toute seule. Il n'y a pas d'interlocutrice ou d'interlocuteur. Et c'est ce que j'ai pu ressentir parfois dans ma vie. Quand tu es une femme noire, quand tu es queer, c'est comme si à chaque fois tu recommençais tout dès le début. Déjà tu dois faire quand tu fais ton coming out, si tu le fais ou si tu as envie de le faire,
t'as l'impression qu'il faut que tu apprennes à devenir lesbienne, tu dois apprendre plein de choses, t'as pas de mentor, t'as pas quelqu'un qui t'explique comment faire. Et c'est aussi un peu ça le problème d'Aloé, c'est que elle n'a pas d'interlocutrice ou d'interlocuteur. Et cette lettre, comment elle l'a écrit de façon à ce que la personne puisse lui répondre. Et finalement, ce qu'on se rend compte dans le livre, c'est que même la réponse n'est pas convenable parce que la personne répond à côté de la plaque. Malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'elle a mis dans la lettre, même quand une personne répond, même quand les blanches répondent, elles répondent toujours à côté de la plaque. Donc, cette lettre, c'est aussi pour dire, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Voilà, c'est un peu ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ce que j'aurais aimé lire, plus jeune, et même encore aujourd'hui. Voilà, du coup, je vais dire quoi jusque-là ? On a besoin de... T'as dit quoi ? T'as dit, t'aurais aimé qu'on te dise on n'a pas besoin d'aller jusque-là, ça veut dire quoi jusque-là ? C'est pas totalement de l'autoflagellation, mais il y a quand même un truc où Aloé, elle se met à nu, elle explique tout, elle prend vraiment sur elle, et quand même la réponse elle est insatisfaisante. Parce que ça répond complètement à côté. Donc c'est une lettre qu'Aloé écrit à Lucia pour lui expliquer des SMS qu'elle lui a envoyés, qui étaient violents. Et donc elle décide de s'expliquer là-dedans. Et elle prend le temps d'expliquer longuement. Donc on va lire juste un petit passage, mais c'est une assez longue lettre. 124. Des meufs comme moi sont des ovnis, et tout le monde me le demande sans cesse, même toi, Lucien. Parfois, je n'arrive pas à gérer mon stress minoritaire, et je fais des craquages, comme samedi soir où j'ai littéralement pété les plombs. Toute la violence que j'absorbe au quotidien, je peux les renvoyer d'un coup sans crier gare. J'encaisse les petits regards, les petites incompréhensions qui me blessent énormément. Je prends sur moi, j'avale, et quand c'est trop, tout ressort d'un coup, sans filtre. J'ai du mal à affronter mes émotions, la frustration s'amasse et se solde par de la violence, de la colère et surtout du ressentiment, avant tout envers moi. Car je suis incapable de dire stop, incapable de dire en fait, cette relation est un peu ambiguë pour moi, elle me blesse beaucoup, parce qu'elle me renvoie à des trucs que j'ai déjà vécus, qui ont été horribles. Parce que paradoxalement, je sais que vu ma place, je devrais tout accepter, tout encaisser, et dire merci d'être déjà arrivé jusque-là. Ça ne fait que très peu de temps que j'apprends à accepter qui je suis, où je me situe, et par conséquent, il y a des choses que je n'arrive pas encore à maîtriser. Parallèlement, je me dis que si j'apprenais à tout maîtriser, je serais probablement un monstre froid. Mais peut-être que c'est ce qui m'attend. Il y a au moins une solution qui s'offre à moi, apprendre à dire non. Et faire attention à ne pas être entouré de violence, parce que je ne veux plus absorber tout ça pour finir par le renvoyer. On aurait dû parler depuis le début, mais j'en étais incapable, parce que je pensais pouvoir gérer toutes ces émotions et la solitude qu'elles ont déclenchée chez moi. Donc maintenant, je vais essayer de m'écouter pour que les choses n'explosent plus comme elles l'ont fait. Et aussi parce que je finis forcément par renvoyer toute cette violence vers moi-même ou mon entourage, comme toi. Je ne sais pas si tu as vu le film Parasite. Il y a une scène dedans qui m'a beaucoup marquée. À un moment, une famille de bourgeois dit d'une famille pauvre, ils font des efforts pour être comme nous, mais ils ont cette odeur de métro. À l'inverse, des pauvres parlent des riches, ils disent cette phrase. Moi aussi, si j'étais riche, j'aurais l'air plus sympa. Tu sais, à moi aussi, elle me colle à la peau, cette odeur. Je sais bien qu'elle ne va pas partir. Malgré tous mes efforts, et je sais aussi que si je ne me prenais pas autant de violence, j'en reverrais moins. C'est un cercle vicieux. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce passage ? Non, je crois que j'ai déjà dit ce que je voulais dire quand je voulais expliquer pourquoi j'avais écrit ça. Donc tu l'as dit, il y a ce truc de réponse, et effectivement, c'est donc d'absence de réponse, ou de réponse décevante. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre. Il y a vraiment une espèce d'omniprésence du silence
puisque on dit que c'est des lettres, évidemment des mails, mais qui sont bien sûr espacés. Donc on ne sait pas ce qui se passe entre chaque mail. On sait évidemment que ce que Aloé accepte de nous dire, mais on se doute bien qu'elle tait beaucoup de choses. Et puis des fois, elle disparaît pendant un certain temps, elle revient, elle dit « Ah oui, je t'ai pas raconté, il m'est arrivé ci et ça ». Donc on sait bien que tout n'est pas dit. Et puis évidemment, il y a le silence de son interlocutrice qui ne lui répond pas pendant très longtemps, qui lui répond qu'à la fin. Qu'est-ce que tu voulais dire à travers ce silence ? Tu l'as déjà un peu dit, mais peut-être que tu peux développer là-dessus. Je voulais juste te dire que c'est très difficile de trouver un interlocuteur, une interlocutrice, et qu'on doit faire face à beaucoup de silence. Et que c'est pas en soi quelque chose de mauvais. Il faut juste apprendre à appréhender ce silence et quelque part à vivre avec cette solitude. C'est un apprentissage. On a appris la violence, on a appris la solitude dans laquelle les normes nous placent, les oppressions, et juste de se dire que c'est pas une fin en soi. Je sais pas si j'ai bien répondu ou pas, mais c'est vrai que même pour moi, c'est complexe, ce truc de silence. Mais en tout cas, ça fait partie de ma vie, les silences, les absences et la solitude. Tu dis que c'est pas une fin en soi, mais c'est un truc qui existe, qui va vers autre chose, quoi. C'est un élément, c'est ça. C'est pas tout converge vers le silence. Il faut apprendre à dealer avec. Le livre est donc sorti, on l'a dit, le 3 février, donc ça fait 3 mois et demi. Est-ce que tu peux nous parler de comment il a été reçu et comment toi tu as reçu cette réception ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment tes communautés ont réagi ? Comment la communauté LGBTQIA+ a réagi, notamment la communauté blanche ? Quelles ont été les réactions autour de toi ? Ça a été... vu que le sujet est universel, tout le monde a déjà aimé au moins une personne, que ce soit ses parents, des amis, des amoureuses, amoureux. Donc je pense que tout le monde comprend. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de parler d'amour, parce que c'est très difficile de dire je peux pas comprendre. Quand tu fais un essai, les gens peuvent dire c'est trop compliqué, c'est trop scientifique, alors que là on parle vraiment d'amour, d'intime. Donc c'est très difficile de se décaler, se détacher, de dire en fait je comprends pas, même s'il y a des gens quand même qui qui font genre ils ne comprennent pas. J'étais très très surprise. J'ai eu de super retours. Un des retours qui m'a touchée, même s'il y en a eu beaucoup, je ne peux pas tous les citer, c'est Leonora Miano, et je m'y attendais trop pas. Et pour moi, c'était important que des personnes noires comprennent ce que je dis, même si, évidemment, c'est un sujet qui est totalement universel et j'ai envie de parler à tout le monde. Mais pour moi, c'était important que les personnes, de ne pas être à côté de la plaque. Ouais. Et c'était important pour moi que ce soit des personnes noires qui comprennent aussi. Et des fois, j'ai l'impression que des fois quand on écrit, et des gens de nos communautés ne comprennent pas forcément. Après, ça a été aussi super bien accueilli par des personnes queer, même par des meufs blanches bourgeoises, si c'est hétéro. Et j'étais aussi très très surprise, mais il y a aussi un pendant. En fait, on s'attend à ce que, finalement, vu que je suis une femme noire, à la base, je suis musicienne. Donc, je fais de la musique. Donc, à la limite, les noirs et la musique, voilà, on s'y attend. Et le fait que je sorte un livre, que je devienne autrice, ça, c'était plus compliqué pour beaucoup de personnes aussi. Et c'est quelque chose que je comprends. C'était un peu dur pour moi au début, mais j'ai fini par comprendre. En fait, vu qu'on est dans la société dans laquelle on nous renvoie tout le temps au fait que si une personne brille, en fait, toi, tu vas forcément t'éteindre.
Et on est tout le temps là à essayer de grappiller des trucs parce qu'on se dit et tout, si c'est lui, ça sera pas moi. Et c'est compliqué. Il y a ça, cette forme de jalousie qu'il peut y avoir. Mais la jalousie, c'est un sentiment qui est humain, c'est normal, mais c'est juste... C'est des fois dur de voir que les gens n'arrivent pas à dépasser ça. Et d'un autre côté, il y a des gens qui m'ont même demandé si j'avais vraiment écrit ce livre. Et du coup, comme si j'avais un nègre, alors que je suis moi-même une négresse. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec ça, c'est que on m'attend pas là. À la limite, quand je rappe, c'est du rap, c'est du hip-hop, c'est des trucs des quartiers, c'est des trucs des Noirs, des Arabes. Mais écrire des livres, c'est souvent des mecs blancs de Frédéric BD, qui est un peu dépassé par tout ce qui se passe en ce moment. Le pauvre. Ouais. Et du coup, les gens n'ont pas l'habitude. Et c'est aussi un truc que j'ai fini par comprendre. Je n'en veux pas aux gens de ressentir ça. Mais c'est juste, des fois, c'est un peu bizarre pour moi. Mais je comprends quand même. Est-ce que tu t'es aussi dit à un moment que justement ça te donnait une espèce de responsabilité un peu énorme de prendre la parole, sachant que y a beaucoup de Bec BD et pas énormément d'Erika. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a intimidé ou tu t'es dit mais du coup il va y avoir beaucoup d'attentes, je vais devoir justement combler beaucoup de silence. Est-ce que tu as pensé à ça pendant que tu écrivais ? Oui, j'ai pensé à ça et ce que j'aurais aimé aussi, ça aurait été d'avoir des pairs. J'aurais aimé pouvoir envoyer un mail à Léonora Miano pour savoir est-ce que je suis la bonne voix. Mais j'avais pas son contact. Maintenant tu pourras. Oui, maintenant je pourrais. Et du coup c'est une énorme responsabilité parce qu'après la sortie du livre, j'étais pas très bien en vrai. Je me sentais débordée émotionnellement et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment, j'étais dépassée. Je comprenais pas tout ce truc de passer à la télé, de faire des interviews. Et j'avais l'impression d'être institutionnalisée et je comprenais pas. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait une personne... Déjà, Mehdi Sharif m'avait aidé déjà pour commencer à écrire, mais j'aurais aimé qu'il y ait une personne après. Ouais. Mais c'est comme ça, hein. Est-ce que tu dirais du coup que écrire ça t'a apaisé d'une certaine façon ? Qu'est-ce que ça t'a fait justement au-delà du débordement émotionnel ? Est-ce que indépendamment du fait de publier un livre et donc d'entrer dans l'espace public, est-ce que le geste d'écrire qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur toi ? Ça a été un peu une psychothérapie. Déjà, je trouve ça bien. Et pour moi, c'est super important la transmission. Et je me suis dit, au moins... Parce que quand j'étais au lycée, je lisais déjà Virginie Despentes. Mais je ne connaissais pas d'autrices noires. C'est quand j'ai commencé un peu à faire des choses en tant que... Et à l'époque, hein, je faisais des trucs dans les associations féministes, tout ça. J'ai découvert Audre Lorde, mais je l'ai découvert plus tard. Et je me dis que maintenant, je vais aller dans des lycées, des trucs comme ça. Et du coup, certaines personnes auront accès plus facilement à ça. Et j'espère que le fait d'avoir fait ce livre donneront le courage aussi à d'autres personnes de le faire. Et je sais que c'est pas facile de se faire publier, évidemment, tout ça, et que c'est pas facile, mais j'espère que ça va quand même aider les gens à se dire que si je l'ai fait, ils peuvent aussi le faire. J'espère que ça servira à ça. On sait qu'on écrit toujours à partir de ce qu'on est. C'est pour ça que séparer l'homme de l'artiste, c'est une énorme blague. Là, toi, il y a des endroits où tu as vraiment mis en lumière le fait que c'était proche, que ce que tu écrivais était proche de toi. Il y a notamment un passage que j'aimerais qu'on lise. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça ? Comment tu t'es sentie là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es dit non, ça, je veux surtout pas que ça soit dit ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles ? Est-ce qu'il y a des choses dont c'était clair pour toi que tu voulais les maquiller et en faire de la fiction pure ? Déjà, j'avais pas envie d'écrire un essai parce que pour moi, j'ai envie de sortir
du truc d'être un sujet d'étude. J'avais vraiment envie qu'on aille, du moins qu'on nous voit comme des êtres humains, que nos histoires sont comme les autres. Juste, on a sans doute plus de bâtons dans les roues. Et pour moi, ça, c'était important d'être dans ce truc de fiction et aussi de mettre une forme de distance entre moi et le personnage. C'était vraiment super important. C'était aussi une protection. Après, pour les autres, il y a des passages où c'était vraiment plus de maquiller. Parce que j'avais pas envie de mettre certaines personnes mal à l'aise et j'avais pas envie même de outer des personnes. Et pour moi, c'était important que ce soit des personnages à part entière. À part entier. Entière. On lit ce passage qui est page 79. Je suis née à Yaoundé. J'y ai vécu jusqu'à mes 5 ans, puis je suis partie à Douala, où je suis restée jusqu'à mon départ pour la France en 2001. Je me suis enfin décidée cette année à y retourner, ça fera 20 ans. Je me souviens qu'à mon arrivée en France, quand je pensais à Douala, je pleurais, comme quand j'étais à Douala et que je pleurais à Yaoundé. Je me dis que je n'ai jamais été aussi stable que maintenant, et pourtant, tout peut changer si vite. Il y a 2 ans, j'ai refait mon passeport parce que j'ai été invitée au Québec. C'était la 2e fois que je prenais l'avion et c'était encore pour un autre continent. Maintenant, j'ai mon passeport, un peu d'argent de côté. Je suis prête à aller voir la tombe de ma mère. C'est l'une des choses qui me donne vraiment envie d'y retourner. Mon rapport à mon pays d'origine ressemble un peu à celui que j'ai avec mon père. Je ne le connais pas vraiment, mais j'ai hérité de lui. Le Cameroun est situé en Afrique de l'Ouest, mais en réalité, au centre. On dit de lui qu'il est l'Afrique en miniature. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne vois pas pourquoi ce serait faux. Le nom de mon pays vient des Portugais. Bien qu'on ait été colonisé tour à tour par l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Je me rappelle avoir appris en primaire que ce nom provenait des colons portugais du XVe siècle, passés par le fleuve Vouri et surpris d'y trouver des crevettes en abondance. Ils ont d'abord appelé le fleuve Rio dos Camaroes, ce qui veut dire rivière de crevettes. Puis Camaroes s'est transformé en Cameroun. C'est le même genre de tour de passe-passe qui a transformé le franc CFA des colonies françaises d'Afrique en franc de, entre guillemets, communauté financière africaine. En tout cas, c'est toujours en France qu'est fabriquée la monnaie de certains pays d'Afrique subsaharienne. Quelque part, je dois avouer que j'y retourne aussi, un peu pour mon père, histoire de ne pas avoir trop de regrets. Ma relation avec lui est plutôt obscure. Je ne pense quasiment jamais à lui alors qu'il est vivant, tandis que j'ai l'impression que ma mère, morte, m'accompagne partout où je vais. Je me dis parfois que sa mort a beaucoup conditionné ma vie. En début d'année, j'ai envoyé de l'argent à mon père pour qu'il soit hospitalisé. J'avais peur qu'il ait un cancer. Quand cette hypothèse a été écartée, j'en ai profité pour lui demander son âge. J'étais surprise qu'il m'ait eu plutôt tard pour un premier enfant, à moins que j'ai une grande sœur ou un grand frère caché quelque part, en plus de ceux qui sont avec moi en France. J'ai aussi 2 frères que je ne connais pas vraiment, dont je n'ai pris conscience de l'existence qu'il y a quelques années. Je ne sais jamais quoi leur dire, ils me sont autant étrangers que mon père. Je m'approche justement de l'âge auquel mon père m'a conçue, et j'ai une trouille monstrueuse de devenir comme lui, un inconnu pour mes futurs enfants. Je me demande comment on en arrive là. Le Cameroun est délimité par les frontières tracées par des colons, ce qui me laisse souvent perplexe. En général, je me réfère à mon ethnie, les Bamileke, dont je fais partie à 100%. Je sais que la famille de ma mère descend d'une chef Fritchan et que j'ai aussi des origines Bamoun. Du côté de mon père, je suis Baham. Les Bamileke
Un groupe d'ethnies dont font partie les Baham viennent d'Égypte, comme j'imagine d'autres peuples d'Afrique subsaharienne, mais je ne connais pas assez bien l'histoire de mon continent pour m'avancer plus. Je pense souvent à mes ancêtres déportés du port négrier de Bimbia, au sud du Cameroun. Je me dis qu'hier, l'Atlantique était le cimetière, aujourd'hui c'est la Méditerranée. Même si, évidemment, la traite négrière a eu lieu pendant des centaines d'années et a fait des millions de morts. Je suis la première génération à être immigrée dans ma famille et aujourd'hui ma sœur a une fille qui fait partie de la seconde génération. Moi, je me dis juste que j'aimerais finir mes jours en pays bamileke et être enterrée près de ma mère. C'est pour ça que je travaille 4 fois plus en tant que femme, noire, pauvre, queer, pour pouvoir me payer ce luxe. Une de mes tantes, maman Sylvie, nous disait toujours « Il faut faire 2 fois plus. N'oubliez pas que vous êtes noire. » Mais j'ai compris par la suite que dans mon cas, il fallait faire encore plus que plus. Tu veux dire quelque chose de ce passage ? Non. Avec le recul, 3 mois et demi après sa sortie, est-ce que tu sais maintenant précisément, plus précisément, ou est-ce que ça n'a pas changé ? Est-ce que tu le sais depuis toujours ? Pour qui tu as voulu écrire ? À qui tu t'adresses ? Et pourquoi ? Pour moi, c'était important vraiment de ne pas me tromper à qui j'avais envie de parler. Et à vrai dire, j'avais envie de parler à des gens de ma communauté. Voilà. Et pourquoi ? Tu le sais maintenant ? Parce que c'est difficile d'avoir accès à ce genre de livre. Quand il est sorti, quand j'étais dans des périodes où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'ai essayé de demander même à des autrices de hors d'atteinte. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Les interviews à la télé. Je ne sais pas si je peux le dire. Je le dis ? Bah oui. Ouais. J'ai fait une interview sur France 24. Au début, je demandais. En fait, la meuf qui m'a invitée, la journaliste, elle était top. Hein, elle était vraiment super et tout. D'ailleurs, elle a trop kiffé le livre. Elle m'a dit j'espère que ça va marcher, c'est trop bien et tout ça, tout ça. Vraiment, elle était vraiment très très gentille. C'était une super personne et je la remercie d'ailleurs. Elle s'appelle Laure. Et juste avant, j'avais une interview avec Arte pour un truc sur les réseaux sociaux. Et le soir même, je rentre. Du coup, je rentre dans mon hôtel. Je dors tranquille et je me réveille à 2h du matin et je pense que je vais mourir. Du coup, je vais à l'hôpital. En fait, c'était juste une crise d'angoisse. Mais du coup... Juste une crise d'angoisse. Juste une crise d'angoisse, ouais. Qui m'a mis aux urgences, mais juste une crise d'angoisse. Et c'est vraiment pour dire que c'était pas facile. Et j'avais envie de pouvoir parler à des meufs noires qui avaient vécu la même expérience, qui avaient parlé d'intime comme ça. En bref, dans ce livre, je dis beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pas trouvé d'interlocutrice, vraiment, non plus. Et du coup, pour moi, c'est important de m'adresser à des personnes comme moi et dire qu'on est là, même si on est minorité de la minorité, et on est là, on fait des choses. Même si c'est pas facile d'avoir accès à ce qu'on fait, on est là quand même. Et j'espère que ça pourra aider des personnes. Je pense que ça a aidé des personnes, vu que j'ai eu quand même pas mal de retours. Mais j'espère que voilà, ça va continuer à aider des personnes. Est-ce que tu peux nous parler du choix du titre ? Au début, je vais l'appeler le marché de l'amour. Et Marie m'a dit, mais on va peut-être confondre ça avec un truc par rapport au TDS et tout. Du coup, t'es sûre ? Le travail du sexe. Donc. Travail du sexe, ouais. Du coup, t'es sûre ? J'étais en mode, en tout cas, j'ai envie qu'il y ait de l'amour dedans parce que ça parle d'amour. Et toi, tu m'as dit, attends, on a réfléchi, et tu m'as sorti, attends, mais Aimé Césaire, attends, il a dit, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et si on disait l'amour de nous-mêmes a sonné ? Et après, j'ai dit, non, attends, non, ça serait plus simple que ce soit un truc plus court. Et c'est l'amour de nous-mêmes. Voilà. Et maintenant, tu mets quoi dans ce titre-là ? Pareil, avec le recul, il te fait quoi ? T'en penses quoi ?
Je trouve ça trop beau. Et en plus, j'aimais trop la phrase d'Aimé Césaire, l'heure de nommer m'a sonné. Et je mets tout ce qui est important pour moi dans ce titre. Ça va bientôt être à vous de poser des questions, donc j'espère que vous avez déjà des idées. Et je voudrais juste terminer en parlant de Marseille, parce que Marseille joue un rôle important dans ce livre. Tu fais vraiment exister la ville. Des fois, on dit la ville est un vrai personnage à part entière dans un livre. Est-ce que c'était important pour toi d'ancrer ce récit dans cette ville-là précisément, et pourquoi ? Marseille, c'est une ville que j'adore, que je kiffe trop. Quand je suis venue ici à Marseille pour la première fois, c'était en 2014, et je me suis dit, waouh, c'est tellement différent de Paris. Génial, il y a un horizon. Il y a un horizon, tu peux faire des choses, tu peux respirer, quoi. Et les gens étaient tellement sympas, ils me parlaient dans la rue et tout, j'étais en mode waouh, ils ont pas peur et tout, ils me parlent. Et c'est juste dommage et tout, des transports en commun. En fait, la ville est tellement belle, il y a tellement de potentiel et pourtant rien n'est vraiment fait pour que ça soit encore plus beau, quoi. Et puis il y a le 5 novembre et il y a la précarité. Voilà, il y a les immeubles qui s'effondrent, il y a les punaises de lit. Même ici, il y a eu des punaises à l'Alcazar. Ouais, il y a les cafards. Quand t'as pas les cafards, t'as les souris. Je veux dire, c'est compliqué. Mais c'est aussi... Les gens sont tellement plus humains, je trouve, ici. Vraiment. Je pense pas que je pourrais vivre dans une autre ville en France qu'à Marseille. Je te propose qu'on lise le tout début du livre vas-y. pour justement parler de Marseille. Et il y a justement un petit clin d'œil à l'Alcazar. On espère que l'Alcazar le prendra pas mal. Je regarde Hugo. On peut peut-être lire ça jusqu'à là. Salut Souja. L'année commence, je suis coincée chez moi entre les cafards et les punaises de lit. Ça fait plusieurs jours que j'ai rompu avec ma dernière ex, Chloé. J'essaie d'éviter de penser à elle, mais c'est dur. Elle a symbolisé beaucoup de choses sur lesquelles j'ai décidé de faire une croix pour mon bien. Enfin, c'est ce que je crois. J'aimerais m'échapper de mes propres pensées pour arrêter de me flageller d'avoir encore succombé. À quoi exactement, je ne sais pas. Comme si on avait le choix. Je vis à Marseille. Il s'y passe tellement de choses qu'on dirait souvent que cette ville joue la comédie. Mais dans ces coups de théâtre, des gens meurent réellement. Je ne sais pas trop quoi penser de ma situation. J'essaie souvent de voir le côté positif. Je me dis qu'il y a forcément une raison à toute chose. Ce n'est pas évident, mais il m'arrive d'en voir quelques-uns dans une mer de négativité. Mon immeuble est mal isolé, mal insonorisé. J'entends tout et je caille sévère. Mais avoir des bêtes indésirables, c'est quand même mieux que de vivre dans un immeuble en péril qui risque de s'effondrer en pleine pandémie. Dans mon 28 mètres carrés, avec mon loyer qui représente quasiment la moitié de mon salaire, je me sens relativement à l'aise. Les cafards me rendent paranoïaque. J'ai l'impression, depuis plusieurs mois, d'en avoir un dans une de mes oreilles. J'ai beau me dire que je dors sur un lit et que c'est peu probable, je ne peux pas m'empêcher d'y penser à cause des punaises parce qu'elles viennent me piquer jusque dans mon lit et j'ai peur que les cafards les pistent. Je suis quand même mieux lotie que la bibliothèque de l'Alcazar. Je ne vais pas fermer pour cause d'invasion de punaises, même si j'aimerais que l'État m'aide à m'en débarrasser, histoire de ne pas dépenser l'argent que je n'ai pas. Si je croyais en Dieu, ce serait peut-être différent. Je ne suis même pas vraiment athée, je me considère plutôt comme agnostique. Disons que j'aime bien l'idée de croire, ça donne de l'espoir. Et puis, pourquoi n'y aurait-il pas un truc mystique dans tout ça ? Si c'est le cas, je préfère croire que c'est une déesse. Je lui demanderai très solennellement de faire en sorte que je ne sois plus attirée par les meufs blanches. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des autrices noires que vous avez inspirées ? Qui m'ont inspirée ? Oui. Ouais, Octavia Butler, Audre Lorde aussi. Sous les branches de l'Udala de Chinelo Okparanta.
Leonora Miano aussi. J'essaie de voir si j'ai oublié certaines. Oui, ouais, voilà, c'est celle dont je me souviens. Ah oui, Bellux aussi, oui, évidemment. Merci. Une autre question? C'est plus un commentaire. Bonjour, j'ai toujours un truc à dire. Donc, tu as dit quelque chose, donc justement une autrice noire qui s'appelle Toni Morrison, qui a dit dans les années 80, si vous voulez lire un livre mais qu'il n'existe pas, écrivez-le. Et je pense que c'est ce que tu as fait et c'est super. Et j'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres personnes à le faire aussi. Donc merci pour ton livre. Merci d'avoir dit ça. Je ne sais pas quoi dire. Une autre question? Ou un commentaire ou un partage d'expérience? Alors, pendant que vous réfléchissez à d'autres questions, j'avais une idée saugrenue qui consistait à faire un quiz. Parce qu'à la fin du livre, il y a un lexique avec des mots qui sont dans le livre. Donc, il y a la définition. Ce que je vous propose, c'est que je vous propose des mots et si vous avez la définition, vous la proposez et Erika nous donnera la vraie bonne définition. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est un confit crush? Tu triches. Allez, vas-y. Bonne réponse. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre une bad bitch et une super bad bitch? Non, tu triches pas. Personne ne sait? Même pas, vous voulez même pas essayer? Mais c'est quoi une bad bitch du coup? Ouais, vas-y. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. T'as raison. Ça, ouais. Mais tout le monde sait c'est quoi une bad bitch. Je crois qu'il faut que tu donnes les réponses. D'accord, ok. Bad bitch, 2 points. Désigne une femme qui s'assume, n'a pas honte de son corps, ni d'être une boss lady, pas besoin de validation des hommes, au-delà de la réappropriation du stigmate. Entre parenthèses, à la différence d'une super bad bitch, qui est une michto qui s'assume. Voilà. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire, je ne sais pas si je le dis bien, des? C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ça s'écrit D-E-H, des. D-E-H avec un accent grave sur le E. Enfin, c'est une graphie comme une autre. Ouais, c'est ça. C'est une ponctuation pour accentuer. Ouais, c'est une expression d'Afrique de l'Ouest, probablement d'origine ivoirienne, utilisée pour accentuer un propos, comme un chip. Voilà. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est une go. Franchement, ça, c'est trop fastoche, quoi. C'est donné. Non? Ouais, c'est ça, exactement. C'est une expression provenant du Bambara, une langue d'Afrique de l'Ouest, désignant une femme, une fille. Ouais. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est un sex bye-bye? Et on veut pas des tricheurs. Non, mais on l'a pas mis dans le lexique, ça, aussi. Si, bien sûr qu'on l'a mis. D'accord, ok. Attends, Non, personne ne se lance. Ah, oui. Il y a une chanson à l'ancienne.
Ouais, c'est ça. Exactement. Tu veux nous donner la définition? Ouais, mais c'est exactement ça, le dernier rapport sexuel avant une séparation définitive. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est la moula? Tout le monde sait. Ouais, tout le monde. Ça quand même. Et pour finir, TIEX. Quelqu'un ne sait pas ce que c'est le TIEX? TIEKS. Franchement, vous êtes trop fort. Trop fort et trop forte. Franchement, ce n'était même pas la peine de mettre un lexique, parce que... Est-ce que maintenant, quelqu'un parmi vous a une question ou une réaction, trouve qu'il manque un mot dans ce lexique? Non? Je me demandais juste si ça t'avait donné envie d'écrire d'autres livres derrière. Cette expérience d'écriture, t'as envie de continuer? Pourquoi tu me regardes? Parce que c'est mon éditrice, du coup, si je continue, c'est sûr que ça sera avec elle. Il faut qu'elle soit d'accord, tout ça. Mais elle m'a déjà dit qu'elle était d'accord, donc ça va. Pas de suspense. Ouais. Bah, en ce moment, je réfléchis vachement à la question du cancre, à la notion du cancre. Parce que, en fait, c'était super d'écrire ce livre. Franchement, c'était une aventure. C'était un conte de fées, en fait. Et c'était un peu fabuleux. Je m'attendais pas du tout à. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas fait de démarche. J'ai écrit un texte qui s'appelait Négrophilie, négrophobie, même péripéties. Marie, il se trouve qu'elle a vu le texte, elle m'a contactée. Au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me contacte? Je l'ai googlisé, je me suis dit, mais en plus, c'est une meuf blanche, je comprends pas. Elle m'a même demandé, mais t'es blanche? Et finalement, on a appris à se connaître, et puis je pense que si ça n'avait pas été toi, ce livre ne serait pas exactement pareil. Et il y avait beaucoup de confiance aussi. On a pris le temps de le faire, de travailler sur ce livre, que j'écrive ce livre. Donc, pour revenir à ta question, parce que j'ai tendance à me perdre, du coup, je réfléchis à la notion du cancre, de ce que finalement le fait de sortir de sa case de cancre, qu'est-ce que ça fait? Parce que j'ai toujours été au fond de la classe. Je pensais vraiment pas écrire un livre dans ma vie. Bon, bah, il se trouve que je l'ai fait, c'est super, et j'ai bien aimé le faire aussi. Et si je dois écrire un prochain bouquin, ça serait sur ça. C'est pourquoi on a besoin qu'il y ait des intellos, pourquoi on a besoin qu'il y ait des cancres, pourquoi on a besoin de voir les choses de façon aussi binaire, homme, femme, noir, blanc, et ouais, ce serait sur ça. Voilà. Mais c'est encore en projet, c'est pas sûr, c'est pas définitif. Une autre question? Merci, j'ai une question sur un marché d'amour. Parce que je pense beaucoup de ça, que quand tu es précarisé et tu n'as pas beaucoup de moyens de faire la vie, je ne sais pas comment dire en français, pardon, mais juste les gens commencent, pas seulement les gens précarisés, mais partout les gens commencent à utiliser l'amour comme une sorte de ressource, comme une sorte de moyen de résoudre les autres choses qu'il y a dans la vie. Et quand tu es précaire, tu es ne qu'amour, vraiment. Et je pense souvent que le capitalisme tue l'amour, hein, vraiment, parce que l'amour, elle a une valeur en soi, et ça peut être utilisé pour survivre, pour battre les choses, pour combattre le monde qui est contre toi. Voilà, je ne sais pas si je suis claire
que pensez-vous de ça parce que je crois que c'est une idée importante, une idée de clé dans votre livre. Comment aimer en ce cas-là, quand vraiment l'amour doit être libre et pas utilisé comme une commodité. Mais tu n'as pas que ça. Voilà. Merci. Si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce que je pense du fait que finalement la société dans laquelle on est, du coup capitaliste, en fait détruit nos relations et détruit en fait quelque part l'amour parce qu'en fait il le capitalise. C'est ça. Ouais, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que en fait plus tu cumules, plus tu as d'oppression, en fait plus c'est difficile d'avoir un amour véritable. Et comment en fait on fait avec, comment en fait on apprend à, je sais pas, c'est pas faire avec, mais comment on fait malgré. Ouais, comment on fait malgré, et j'ai pas la réponse. Du coup, mon personnage se pose plein de questions, essaie de comprendre. Elle est sur une voie déjà où elle essaie de s'aimer elle-même, parce que ce qu'elle comprend, c'est que déjà s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas forcément d'autre chose. Et c'est pas facile aussi de s'aimer soi-même, surtout quand la société te renvoie tout le temps au fait que tu es pauvre, donc tu n'as pas vraiment d'intérêt, tu es noir, donc forcément tu rentres pas dans certaines normes de beauté, tu es queer, donc en fait il y a toutes ces solitudes qui t'accompagnent. Je sais pas, parce que en fait moi mon personnage il a choisi ça, d'autres personnes choisiraient d'autres voies aussi, je sais pas, j'imagine. Moi, je sais ce que moi je ferais, ou ce que je pense que mon personnage fait aussi, c'est déjà de prendre conscience de ça, de se voir, d'arriver à se voir, et ne plus aller dans certains schémas, d'arrêter avec certains types de personnes qui ne nous voient pas, qui finalement ne nous aiment pas, et d'arrêter tout le temps de chercher à être aimé des gens qui ne peuvent pas nous aimer parce qu'en fait, ils ne nous voient juste pas. Et quant à la société capitaliste, tout ça, la société en soi, ne plus forcément être un pont vers les autres, mais un pont vers soi-même. Et prendre le temps juste d'être bienveillante envers soi et d'être indulgente, et finalement c'est comme ça que tu finis par t'aimer. Et en vrai, j'ai pas vraiment répondu à la question, parce que là je suis célibataire. Je sais pas si le but c'est de pas être célibataire, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y a plein de trucs où parfois j'ai l'impression de faire des retours en arrière, mais une amie m'a dit que c'était pas des retours en arrière, mais que je prenais de l'élan pour aller plus loin. Et l'amie, elle est juste là. Et du coup, moi je dirais qu'il y a le temps, il y a la prise de conscience, il y a les gens avec qui tu t'entoures, et en fait finalement les bonnes choses prennent du temps. Et ce livre, c'est pas juste pour dire il faut faire ça. Je suis pas du tout une gourou. Juste, je questionne des choses et j'essaie d'y répondre moi-même. Et pas en faisant des choses binaires en mode noir, blanc, bon, mauvais, méchant, gentil. C'est ce que j'essaie de faire, c'est de montrer des contrastes. Tu vois, pour moi, il n'y a pas que des structures, il y a aussi de comment on a été élevé, ce qu'on a manqué, est-ce qu'on est hypersensible ou pas, ou tu vois, il y a tellement de choses qui jouent.
Je sais pas si j'ai vraiment réussi à répondre à la question. Je sens que je suis allée loin. Mais voilà. Mais je suis d'accord avec le fait que le capitalisme, vu qu'on est dans une société où on capitalise beaucoup de choses, bah, en fait, ça joue sur nos rapports aux autres. Et en fait, moins tu as du capital social, bah, moins tu vas avoir accès à l'amour. Ouais. On avait 2 questions ici, mais le micro a filé, donc on va prendre cette question-là et puis après... Non, mais allons-y. On commence par là, mais je ne vous ai pas oublié. C'était plus une réaction qu'une question par rapport à cette histoire de l'amour. Il y a aussi tout un changement par rapport à l'amour, si on le place d'un point de vue historique. Ce que j'ai apprécié avec ton livre, Erika, entre autres choses, c'est que tu permets de sortir en fait de cette intériorisation de notre responsabilité individuelle face à l'amour. C'est à nous de le conquérir. Et si on est une bonne personne, et si on fait ça, si on montre notre meilleure image, ça va le faire. Mais non, c'est pas si simple. En fait, on est rattrapé par des déterminismes. Traditionnellement, je vais parler de l'histoire que je connais un peu mieux. Mais dans l'histoire européenne, on faisait des mariages sur des bases très, on va dire, quantifiées, rationnelles. Telle personne a telle terre, telle personne a tel titre, telle personne a telle ferme, on va les marier. Et puis ces personnes apprendront à s'aimer dans un contexte hétéro. Là, le fait qu'on soit dans un contexte queer, ça nous ramène quand même à cette question généralisée de comment on nous surresponsabilise sur on doit être au top, on doit montrer la meilleure facette de soi. Et du coup, quand on se prend des échecs dans ce contexte-là, en particulier quand on est déjà très conscient des déterminismes et des limites que ça va apporter socialement, ben, les dégringolades, elles sont d'une violence énorme. Et du coup, ce témoignage que tu apportes avec ce livre, je pense, c'est infiniment important, en fait. Et ce que tu dis encore aujourd'hui, de dire que voilà, à un moment, on a l'impression qu'on recule, mais en fait, non, peut-être qu'on prend de l'élan pour aller encore plus loin. Ça parle beaucoup de ces itinéraires aux marges dans ce monde-là où on nous surresponsabilise surtout, où on nous dit que c'est à nous de tout mériter, de tout gagner, ce monde capitaliste-là. Et donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toi. On avait une question ici. Bonjour. Je voudrais juste partager un ressenti, des ressentis. La première chose, c'est le fait que tu abordes l'amour et la nécessité, le courage et la prise de risque que ça suppose. J'ai un peu cette impression que pour les personnes minorisées ou les personnes racisées, le droit à la parole, il est tellement restreint qu'il faut aussi stratégiquement penser le droit à la parole ou à l'écriture et devoir penser, conceptualiser, identifier les mécanismes d'oppression. Et je te félicite énormément pour cette prise de risque. Et ça nous manque, quoi. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Et du coup, je l'ai retrouvé dans ce livre et je te remercie. Et 2 choses, notamment quand vous parliez du livre épistolaire et de la lettre. Moi, ce que j'ai ressenti très fortement dans ton livre, c'est, je sais pas, des espèces de valeurs comme le courage et l'honnêteté. Le courage de soi-même et le courage vis-à-vis des autres et l'honnêteté de soi-même et l'honnêteté aussi auprès des autres qui est confronté avec quelque chose que je retrouve très souvent, c'est de se raconter des histoires. Et du coup, tu viens casser en fait le fait de se raconter de belles histoires pour se raconter soi et pour raconter une histoire particulière. En tout cas, merci. Waouh, j'aurais pas dit ça comme ça, mais waouh, c'est... Merci. Waouh, merci. Mais ouais, j'ai pas vu ça comme ça aussi, mais waouh. Ok. Ça me touche. Bonjour. Moi, j'ai juste une question. Moi, je suis anglophone, je ne parle pas bien français. Moi, je veux savoir comment vous avez arrivé à cette motivation pour écrire ce livre-là. Et puis, vous avez vécu quoi et vous
votre vision, c'est quoi? C'est pour changer quoi? Votre sensibilisation? Pourquoi vous pensez que pour écrire ce livre, ça peut être quelque chose qui est très important dans l'humanité? En fait, en écrivant ce livre, j'ai pensé vraiment à la Erika du lycée. La Erika après son coming out, l'adolescente. Et simplement, je pense vraiment que j'aurais aimé le lire plus jeune. Et moi, je disais déjà Virginie Despentes, qui est une autrice féministe. Et j'aimais. Mais je pense qu'il manquait des choses dont, par exemple, des autrices blanches ne peuvent pas en parler, dont elles ne parlaient pas. Tu vois. Et du coup, je pense que c'était important parce que même encore aujourd'hui, quand je fais des retours en arrière, je me rappelle de ce livre et je me dis, mais je l'ai déjà écrit. J'ai juste à le relire et me dire, c'est l'expérience que je vis là, en fait, je l'ai déjà vécu, juste next. Et c'est important juste qu'il y ait ce support et qu'il y ait d'autres supports parce que c'est juste un livre. L'essentiel, c'est qu'il y en ait plus, il y en ait encore plus. Par exemple, il y a juste un mot pour définir l'amour, alors que tout au long de notre vie, il y a tellement de sensations qu'on ressent d'amour. Et je sais que dans d'autres cultures, il y a d'autres mots. Par exemple, dans ce livre, je parle d'un amour que je vis avec une personne et on décide de créer un mot qui s'appelle amimour, qui est un mix entre amour et amitié. Du coup, je pense que c'est important d'écrire sur l'amour parce que c'est quelque chose qui est au centre de nos vies. Et de l'écrire pour que ça réponde à nos questions, à nos interrogations, pour qu'on trouve des interlocuteurs, des interlocutrices qui nous parlent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à Liu. Ça va. Merci. En fait, j'ai pas encore lu le livre, mais ça m'a donné trop envie de le faire. Merci. Déjà. Je pense que j'ai deux questions. Je sais pas si c'est facile à répondre à ça, mais je me suis demandé si tu pourrais nous raconter de tes sensations corporelles pendant l'écriture. Parce que, quand tu as dit que tu es rappeuse, je m'imaginais que c'est quelque chose de très corporel, de parler de la respiration, de la performance. Et du coup, je me suis demandé comment ça a changé, peut-être aussi ta relation avec l'écriture, je sais pas, ou avec ton corps, je sais pas, parce que c'est quand même le corps qui a vécu des choses, mais c'est aussi le corps qui est dans le processus d'écrire, de trouver une articulation, voilà. Je ne sais pas comment répondre à la question. Je sais que ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire à des moments, parce que j'ai pu entrevoir des choses que je n'aurais pas vues si je n'avais pas écrit. Et puis, c'est une écriture, donc ça reste. C'est palpable, il y a un objet, c'est un outil. Après, la sensation corporelle, vu que je ne le rappe pas le texte, je n'ai pas de truc de souffle, tu vois. Mais je sais que ce qui m'a aidé, c'est
c'est la légèreté que j'ai ressentie après l'écriture de ce livre. Ouais. Sans poids que j'ai laissé. Est-ce que tu l'as lu à haute voix quand tu travaillais dessus, par exemple? Non. T'étais pas du tout dans le même rapport au texte, justement. J'étais plutôt l'expédier le plus rapidement possible. Tout sortir. Ne plus jamais en entendre parler. Ouais, jusqu'à maintenant. D'autres questions? Alors on va peut-être s'arrêter là. J'en profite donc, puisque je ne l'ai pas fait au début, pour dire 2 mots sur cette maison d'édition qui donc s'appelle Hors d'atteinte, qui fête ses 5 ans la semaine prochaine. Waouh, c'est ouf. Donc on a publié 36 livres, des essais et des romans, principalement autour de thématiques qui s'approchent du féminisme, de l'antiracisme, de la justice sociale. Et on essaie de parler aussi d'environnement, ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas génial. On est donc basé à Marseille et l'idée est évidemment aussi de publier donc, des voix, des parcours, des vies, des histoires, des expériences qui sont généralement peu représentées dans les grands groupes éditoriaux, donc de vraiment représenter des gens, des histoires, des idées qui sont beaucoup trop rares ailleurs. Et voilà, donc on a 2 collections, une collection de littérature, une collection qui s'appelle Littérature au pluriel, dans laquelle est paru ce livre, et une collection d'essais qui s'appelle Faits et idées. Et on est dans quasiment toutes les librairies marseillaises, si ça vous intéresse. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je voudrais encore remercier Polo qui avait travaillé avec Erika aux questions dont je me suis inspirée, même si t'as triché. Et aussi pour les affiches, trop chouettes. Merci encore à tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Merci à l'Alcazar. Merci Erika d'avoir été là. Merci à toi Marie. On a donc les livres, par contre on n'arrive pas à ouvrir notre caisse, donc on n'a plus de machine à carte bleue, mais on va essayer de s'en sortir sans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.